Venir aujourd'hui ici, c'est quoi que c'est pour la troisième fois que je reviens. Chaque année, je vous remercie pour la confiance que les femmes de l'Union syndicale Congo me font. Et moi, je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui vous touche particulièrement et qui peut avoir évidemment un impact sur votre vécu personnel et sur votre vie professionnelle même. Je vais parler de l'infertilité du couple. De l'infertilité du couple, mais la bonne chose, c'est que je vais vous parler également de la solution qu'on peut trouver à ces problèmes, car l'infertilité est un gros problème de santé publique. Plus de 15 à 25% de couples dans le monde en souffrent. C'est une véritable souffrance personnelle, conjugale et sociale. Donc, mais heureusement, la technologie médicale moderne commence à nous donner beaucoup plus d'espoir. C'est-à-dire qu'on commence à trouver des solutions. Là où l'homme, le médicament échoue, maintenant on peut passer à des techniques nouvelles telles que l'assistance médicale à la procréation. Donc je vais, pour la bonne compréhension, commencer, voilà un peu le plan que nous allons suivre. Je vais commencer par vous définir ce que c'est l'infertilité. Pardon. Mais pour vous définir l'infertilité, il faudra que je puisse vous parler de la fertilité. Qu'est-ce qui fait qu'une femme puisse avoir la possibilité de donner un jour à un enfant, de pouvoir concevoir? Une femme, il est bien entendu que pour avoir un enfant, il faut être deux. Je vais d'abord parler de la femme et je vous parlerai brièvement de l'homme également. Donc, une femme, pour qu'elle soit mère, elle doit avoir des organes génitaux internes, notamment l'utérus, comme vous voyez là, cette structure, surtout son intérieur. Elle doit pouvoir avoir des bonnes trompes perméables, fonctionnelles, et des ovaires. Les ovaires sont responsables de la ponte ovulaire, de l'ovulation. Une femme qui n'a pas la possibilité de pondre, qui n'a pas la possibilité de pouvoir émettre des ovules ou des ovocytes, c'est une femme qui n'aura jamais d'enfant, même si elle a une bonne matrice. Il faut aussi également parler du col de l'utérus qui intervient dans la fertilité, notamment par la production de la glaire qui sert justement, si vous voulez, du fleuve pour que les spermatozoïdes nagent. S'il n'y a pas de glaire, les spermatozoïdes ne passent pas facilement les vagins. Et tout ceci est sous le contrôle du cerveau. Le cerveau est aussi vraiment, véritablement, et normalement dans le corps de la femme, il y a ce qu'on appelle la rencontre entre les ovules, donc les œufs dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les spermatozoïdes, et dans les tiers externes de la trompe de Fallope, la trompe que je vous ai montrée. C'est là que se fait la fécondation, après l'ovulation. Voilà comment ça se passe. Je vous ai montré ces trompes-là qui sont importantes. Une femme qui a des problèmes avec des trompes va avoir des problèmes avec sa fertilité, évidemment. Lors de l'ovulation, un ovule est pondu, et tout de suite après les rapports, des millions et des millions de spermatozoïdes vont aller l'agresser pour qu'un seul spermatozoïde, un seul, puisse pénétrer dans l'ovocyte. Et ça s'est fait à partir du tiers externe de la trompe. Et une fois qu'il y a une fécondation, cet œuf va continuer à se diviser au fur et à mesure qu'il avance pour aller se nicher dans la matrice. Je vous ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit maintenant, si vous avez une matrice, mais si vous n'avez pas l'intérieur de la matrice qu'on appelle l'endomètre, qui existe et qui est fonctionnel, on peut ne pas avoir l'endomètre parce qu'on a été se faire cureter, on a fait une infection, et ça peut... Donc, même s'il y a fécondation, eh bien, l'œuf ne pourra pas s'implanter dans la matrice. Alors là, je vais vous montrer un petit film que vous allez voir comment ça se passe après les rapports sexuels et comment le spermatozoïde se déplie pour aller à la rencontre de l'ovocyte. Quelques 2 minutes. Suivez. L'appartement de mes parents, le soir où ils seront toujours persuadés de m'avoir conçu. En réalité, il s'agissait seulement du départ de la grande course. De l'endurance.
Et par-dessus tout, il faut être là au bon moment. Merci, vous avez vu comment nous commençons tous. C'est par là que nous sommes passés. Et comme vous avez compris, nous sommes tous les produits du hasard. Donc c'est le plus fort qui peut aujourd'hui déterminer notre présence sur Terre. C'est ce qui se passe. Vous avez vu que pendant un rapport sexuel, après l'éjaculation, l'homme peut émettre entre 15 millions à 300 millions de spermatozoïdes par millilitre. Or, le sperme que nous émettons par éjaculat, c'est à peu près 6 millilitres. Donc vous avez des milliards de spermatozoïdes pour un seul arrive à la course. Maintenant, je vais quand même vous rappeler quelques définitions. Même les grands scientifiques confondent des choses, des termes. Les termes fécondité expliquent le fait qu'une femme soit capable de mettre au monde un enfant vivant. Fécondité. Une femme infertile n'est pas féconde, bien sûr, mais elle peut avoir la possibilité, du moment que la grossesse est faite, elle peut avoir la possibilité de concevoir, mais ne pas devenir mère. Elle est fertile, mais elle reste féconde. C'est ce que je voulais dire. Donc on peut être fertile, mais féconde, parce qu'on a conçu, mais on n'a pas mené à bien une grossesse jusqu'à terme. Donc la fécondité et la fécondité, ce n'est pas exactement la même chose. Alors la fertilité, c'est la possibilité d'avoir la chance de concevoir, de porter une grossesse. Et c'est 25% de chances. Même si vous avez des rapports réguliers tout le jour, sans protection, eh bien, au bout d'un cycle, on n'a que 25% de chance. Donc, ce n'est pas beaucoup de chance. On n'est vraiment pas une espèce très reproductive. Alors, l'infertilité se déclare lorsqu'on est ensemble avec son partenaire, son mari, pendant plus de 6 mois, pendant plus d'1 an, en ayant des rapports réguliers, normaux, je parle normaux, réguliers, sans protection, et qu'on n'arrive pas à concevoir, là on parle de l'infertilité. Donc au bout de 6 à 1 an. À l'époque, on pouvait attendre jusqu'à 2 ans, mais avec tout ce qui peut arriver dans l'environnement, on s'est dit 6 mois à 12 mois suffisent pour pouvoir, à ces moments, aller voir son médecin. Alors, quelles sont les causes de l'infertilité chez la femme? Eh bien, vous avez vu que les organes génitaux dont je vous ai parlé, il y a les trompes qui sont importantes. Si vous avez des lésions pubaires, les trompes bouchées, vous aurez des problèmes de fertilité. Si vous avez une matrice abîmée parce qu'on a gratté des dents, parce qu'on a fait une infection, vous aurez des problèmes. Si on a gratté votre col et que la glaire ne se forme pas, eh bien, vous aurez des problèmes. Ça, ce sont des causes organiques. Les causes fonctionnelles, je vous ai dit que le cerveau, c'est les maîtres de la situation. Le cerveau, c'est celui qui coordonne tout, y compris la fertilité, y compris la procréation. Mais s'il y a un dysfonctionnement là-dedans, par exemple le stress, les femmes qui sont stressées, qui veulent avoir, elles viennent se marier, 3 mois après, elles commencent à se poser des questions. Ce n'est pas elle, c'est la tante du mari, c'est la sœur du mari, mais et tout ça, cette femme est stressée, eh bien, elle peut bloquer son ovulation. Donc, parce qu'à ce moment-là, ou alors quand on a peur de tomber enceinte, parce qu'on vient de tricher, eh ben, on peut ne pas avoir ses règles, mais ça ne signifie pas qu'on est enceinte. Donc le cerveau, c'est quelque chose de très important, comme je vous ai parlé de la glaire, évidemment. Chez l'homme, c'est les spermatozoïdes qui sont nécessaires. Il y a 2 hommes sans spermatozoïdes. Ce n'est pas le fait d'éjaculer qui peut déterminer votre fécondabilité, votre fécondance. C'est-à-dire qu'il y a 2 hommes qui sont parfaitement stériles parce que dans leur sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes. On parle d'azospermie. Mais il y a des hommes qui ont des spermatozoïdes en nombre et à quantité suffisante, mais des spermatozoïdes qui sont fatigués, asténospermie, où il y en a très peu, où il y a beaucoup de malformés dedans. Et ça, ce sont les analyses que nous faisons au cours du bilan
d'un couple infertile qui peut nous permettre en disant, en fait, le problème vient chez l'homme. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré, chez la femme, c'est à peu près 30% avoir une fécondation en dehors ou à l'intérieur du corps de la femme, mais sans que l'homme et la femme se soient mis ensemble. Donc c'est nouveau. Donc ce sont des techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors un peu d'histoire, en fait, c'est depuis longtemps que ces problèmes se posent à travers le monde. Il y a un Écossais qui s'appelait Hunter qui avait un problème avec son pénis. En fait, les urines et les spermes, au lieu de sortir devant, ça sortait en bas. Il s'est arrangé pour prendre une plume d'oiseau et pour asperger avec son sperme et mettre ça dans le vagin de sa femme. C'est la première fois qu'on a fait une insémination artificielle intraconjugale. Et les autres sont arrivés plus tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est en 1959 qu'un être vivant, un premier, est né par la fécondation in vitro. C'était un lapin. Mais ce qui est intéressant, c'est en 1978 est né le premier être humain au monde grâce à la fécondation in vitro. Il s'agit de Louise Brown. C'est une Anglaise qui est née il y a plus de 45 ans maintenant. Alors, je vais vous donner la possibilité d'assister à la naissance de Louise Brown. On peut aller. Le 25 juillet 1978, tous les yeux étaient tournés vers l'Angleterre et un bébé de 2,6 kg appelé Louise Joy Brown, le tout premier d'une très longue série de bébés éprouvettes. 40 ans plus tard, Louise Brown a appris à vivre avec sa célébrité. People always come up to me and say, oh, thank you, we'd like to thank you, and I just say, well, I was just born. Ici Normand Rondin, Radio-Canada, Montréal. Okay. Vous avez vu, donc, c'est cette fois-là, en 1978, que ces techniques de fécondation in vitro ont intéressé l'espèce humaine. C'est cette année-là qu'est née Louise Brown via, donc à l'extérieur, donc la fécondation est liée à l'extérieur du corps de sa mère. Et en fait, je vais expliquer brièvement comment ça se passe à ce qui concerne, pour ne pas passer toute la lecture de ces différentes techniques. Je voudrais vous dire simplement que pour avoir un enfant, vous êtes obligé de pouvoir vous mettre ensemble avec papa. Ici, le fait de vous mettre ensemble avec papa ne donne pas des résultats parce que papa a des problèmes, n'a pas de spermatozoïdes par exemple, et vous, vous avez des trompes bouchées. Et aujourd'hui, la technique peut alors vous amener à cela. Si c'est les problèmes de papa, c'est lui qui a des problèmes, et que vous avez de trompes perméables avec une matrice qui ne pose aucun problème et des ovaires qui fonctionnent, on fait ce qu'on appelle l'insémination par conjoint. Donc on va prendre les spermatozoïdes de votre mari. Vous, étant donné qu'on a fait toutes les analyses, on trouve que les trompes sont perméables, que l'ovaire fonctionne normalement et que la matrice n'a pas de problème, et on va solliciter les spermatozoïdes de papa le jour où on doit inséminer, après qu'on vous ait donné des médicaments. Je voudrais revenir sur la nature. Naturellement, chacune de vous attend un enfant une fois par mois. Au milieu du cycle, elle ovule. Une femme ovule une fois par mois, d'un seul côté, d'un seul ovaire. Maintenant, nous, pour donner le maximum de chances, on va forcer la nature. On va donner des médicaments à la femme pour qu'elle n'ovule pas seulement une seule fois, qu'elle n'ait pas seulement un œuf, qu'elle en ait 3 ou 4. Donc on donne des médicaments, on stimule les ovaires, et au moment, et nous suivons tout ça par échographie, au moment où nous nous rendons compte, on est presque au moment de l'ovulation, nous déclenchons. Donc on n'a pas besoin d'attendre votre ovulation, nous donnons des médicaments pour que vous puissiez ovuler de force. Mais on n'attend pas que les ovules quittent l'ovaire, parce que quand ils quittent l'ovaire, ils se répandent dans l'abdomen, ce sont des cellules microscopiques, on ne pourra pas avoir la chance de pouvoir. Mais on demande à votre mari de pouvoir venir 38 heures après que nous ayons donné la piqûre à la maman, de pouvoir donner son sperme. Et on va travailler. Vous avez vu dans le film que vous avez vu beaucoup de spermatozoïdes, mais il y en a qui sont fatigués.
qui sont morts, ils ne sont pas arrivés. Il faut être... Alors, nous choisissons le meilleur des spermatozoïdes et nous vous appelons ces jours-là et nous mettons les spermatozoïdes dans votre matrice. Ça, c'est l'insémination artificielle par conjoint. Si votre mari n'a aucune possibilité, il n'y a pas de spermatozoïdes, il y a ce qu'on appelle l'azospermie. En Europe, ici en Afrique, la mortalité commence aussi à prendre, on peut faire l'insémination par donneur. C'est-à-dire, vous vous entendez avec votre mari, vous acceptez, elle accepte le fait que lui ne peut plus donner des enfants, eh bien, vous vous mettez ensemble, vous demandez au gynécologue de pouvoir vous trouver un donneur. Donc, nous, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on doit pouvoir demander aux personnes volontaires pour venir donner leur sperme. Et ces spermes est congelé et conservé. Mais cette personne doit être screenée. Donc, on doit d'abord savoir si la personne n'est pas porteuse d'une maladie. Ça, c'est clair. Sinon, on va prendre n'importe quoi. Mais c'est volontaire. Donc, voilà l'insémination artificielle par le mari ou insémination artificielle par donneur. Là, c'est parce que c'est papa qui a des problèmes. Maintenant, vous avez des problèmes. Vous avez une matrice, mais vous avez des ovaires qui fonctionnent, mais vos trompes sont bouchées. Vous avez vu que si les trompes sont bouchées, il n'y aura jamais de rencontre à l'intérieur. Alors, nous faisons exactement la même chose. Nous donnons des médicaments à la maman, nous stimulons les ovaires pour qu'on ait plusieurs possibilités d'avoir des œufs, donc des ovules. Et à ces moments-là, nous allons demander à papa de venir le jour où nous allons chercher les œufs à l'intérieur du ventre. Donc, l'autre fois, on a déclenché, on a laissé, mais cette fois-ci, si on déclenche, on va directement avec l'échographie, avec une aiguille, dans le ventre de la maman, on commence à faire la récolte. On va récolter les ovocytes. On va prendre un à un, on les met dehors. On les met dans une éprouvette. C'est pour ça qu'on parle de bébés éprouvettes. Et entre-temps, votre mari vient avec son sperme, nous analysons, encore une fois, nous choisissons les meilleurs, eh bien, nous les mettons dans la même éprouvette, là où nous avons mis les œufs, et nous laissons la nature faire, mais à l'intérieur, mais in vitro. Et au bout de 24 heures ou 48 heures, nous venons regarder si le miracle s'est produit. C'est-à-dire si l'embryon a été formé, s'il y a eu fécondation in vitro. Et en fait, la mécanique, la technologie s'arrête là. Une fois que nous avons des embryons, nous allons les prendre, et bien nous allons les remettre dans le ventre de la maman, dans la matrice, et nous déposons les embryons là-bas. À eux de se débrouiller. C'est là où l'homme s'arrête et Dieu prend la relève. C'est ça la fécondation in vitro. Donc c'est pour vous éviter tout ce que je vais pouvoir parler, mais rapidement je vais quand même vous citer les techniques. Je venais de vous dire, il y a l'insémination intravaginale, comme cet homme-là, 1779, et bien l'insémination intracervicale, insémination intrapéritonéale. Ce sont des techniques anciennes qu'on a abandonnées. Alors ici, maintenant, la technique dont je viens de vous parler, c'est celle-là, l'insémination intra-utérine, mais par conjoint. Donc on prend les spermatozoïdes, on les met dans le ventre, dans l'utérus de la femme. Pourquoi? Parce qu'il s'agit uniquement, l'homme n'a pas beaucoup de problèmes, la femme non plus. Mais il y a des couples qu'on appelle incompatibles. C'est-à-dire, vous êtes ensemble, même si vous avez déjà eu un enfant, pour une raison ou pour une autre, la femme va commencer à fabriquer les anticorps antispermatozoïdes de son mari, ce qui fait que ces anticorps sont dans la glaire. Si vous avez des rapports, les spermatozoïdes ne vont pas franchir la glaire, seront bloqués dans la glaire. Alors nous, avec l'insémination intra-utérine, nous protégeons les spermatozoïdes dans les cathéters, nous traversons la glaire et nous déposons les spermatozoïdes dans la matrice où il n'y a pas de guerre, et puis là-bas, les spermatozoïdes peuvent se débrouiller pour aller vers l'âme sœur. Alors la technique, donc la fécondation in vitro, la FIVET, c'est la technique qui a permis la naissance de Louise Brown, que vous avez vu, et cette technique, c'est celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire on donne les médicaments à la femme,
on va chercher les ovocytes à l'intérieur, on le met dans une éprouvette et on demande au mari de donner son sperme, on choisit les meilleurs spermatozoïdes, on les met dedans. Et il y a fécondation. Et on voit que l'embryon commence à se diviser. 2 ou 3 jours après, nous prenons l'embryon, les embryons, parce que parfois on en a 5 ou 6 ou 7, mais à un moment donné, on avait des problèmes, parce qu'on ne savait pas conserver les embryons. Maintenant, on peut les conserver. On prenait donc le maximum d'embryons qu'on mettait dans la matrice de la femme. Mais malheureusement, si vous avez voulu un enfant et que tout d'un coup, il y en a 5 qui commencent à se développer, ça devient une grossesse à risque tout de suite. Et à l'époque, quand on n'avait pas la possibilité de pouvoir conserver les embryons, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on faisait ce qu'on appelle la réduction embryonnaire. C'est-à-dire qu'on a des embryons qui sont en train de croître dans le ventre de leur maman, alors qu'on a besoin que d'un enfant ou de 2. Et qu'est-ce qu'on faisait? On détruisait les autres embryons. Et c'était difficile à pouvoir supporter. Mais les techniques se sont développées. Maintenant, on ne peut, même si on en a 10, on ne peut transférer que 2, maximum 3 dans le ventre de la mère. Et les autres, on les met dans une congélation. Donc on doit les congeler, ils peuvent rester des années dedans. Et le jour où maman a besoin de ces embryons, on en parlera, on peut venir les reprendre et pour les remettre. On peut également, je vous ai dit, utiliser, malgré, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on met les spermatozoïdes en face des ovules, ensemble dans les couvertes, quand on revient 48 heures après, il n'y a pas de fécondation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se regardent, il n'y a pas de fécondation. Alors on s'est dit, il y a peut-être un problème. Peut-être, comme vous avez vu, le premier là qui est parti, qui est entré dans l'ovocyte, ils sont presque tous malades, donc on ne peut pas. Alors on choisit un de meilleurs, on l'introduit de force. Parce qu'il n'arrive pas à entrer, ben on le fait entrer de force. C'est la technique qu'on appelle ici. Donc on injecte les spermatozoïdes dans le cytoplasme de l'ovocyte. Et c'est la technique la plus utilisée maintenant, parce que ça vous donne le maximum de chances. Même si votre mari n'a pas de spermatozoïdes visibles, parce qu'on a fait l'analyse des spermes qu'on appelle spermogramme, on va essayer de s'imaginer, est-ce qu'il n'y en a pas un seul dans le testicule? On va faire une ponction testiculaire. Si on trouve un seul spermatozoïde, on le prend et on l'injecte dans l'ovocyte. Et on a la possibilité d'avoir cet enfant si la grossesse évolue jusqu'à terme. Je voudrais vous dire tout de suite, l'artificiel s'arrêtait au moment où je prenais l'embryon pour le mettre dans l'utérus de la femme. Cette grossesse peut évoluer, elle peut s'arrêter, il peut y avoir des avortements, on peut avoir des enfants mal formés, tout peut arriver, mais ce n'est plus un problème de technique, c'est un problème de nature et puis. Alors, ça, ce sont les autres techniques dont je vous ai parlé. Alors maintenant, voilà. Les raisons, je vous ai dit, pourquoi peut-on faire une insémination intra-utérine par conjoint ou par donneur? Par donneur, par conjoint, lorsqu'il y a un facteur cervical, donc je vous ai parlé de la glaire hostile avec les anticorps antispermatozoïdes. Donc on peut franchir cela. Si le mari a vraiment de gros problèmes avec son spermogramme, avec ses spermatozoïdes, et s'il y a des problèmes immunologiques, je vous ai parlé de fabrication des anticorps, ainsi de suite. L'homme qui, s'il n'a rien du tout, eh bien, on peut passer à la fécondation, à l'insémination intra-utérine par donneur, après consentement du couple. Il y a de couples qui acceptent de pouvoir connaître le donneur, connaissent les problèmes. Ils viennent vous dire, docteur, est-ce que c'est possible que mon frère puisse donner son sperme? Je préfère connaître, c'est mon frère. Les gens viennent, je dis, ben, c'est votre frère, mais on doit d'abord l'examiner. Donc on peut avoir les donneurs connus par votre volonté, mais habituellement on ne les connaît pas, les donneurs. Alors tout ça, je vous passe, c'est comment je dis, on prépare les femmes, on leur donne des médicaments pour qu'elles puissent arriver à avoir beaucoup d'ovulation. C'est ça la technique qui est là. Alors maintenant, je vais vous parler plutôt de problèmes que posent ces techniques maintenant. Donc, les étapes dont je vous ai parlé sont là. Il y a ici une image qui résume ces étapes. Voilà. Voilà, c'est la femme. Vous avez vu la matrice dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ça, c'est le vagin. Eh bien, là, ce sont des trompes, et ça, c'est l'ovaire.
nous donnons les médicaments qui vont faire en sorte qu'au lieu qu'on ait un seul ovule par mois, il y en aura plusieurs, mais au lieu qu'on attende, on va faire les prélèvements directement. On va endormir légèrement la femme, on va passer par les bas, on va prendre les ovocytes et on va les mettre dans l'éprouvette. Et on demande au mari de venir faire sa masturbation, et le mari nous amène les spermes, et là-dedans nous choisissons les meilleurs, nous les mettons dans l'éprouvette. Et nous attendons quelques 48 heures. Quand nous revenons, ce n'est plus de cellules, c'est un embryon. Alors nous prenons l'embryon, et bien nous allons le remettre dans le ventre de sa mère. Et l'artificiel s'arrête là, et la grossesse devient une grossesse tout à fait normale, avec tous les risques et toutes les chances. Quand on n'a pas de possibilité, l'homme n'a pas beaucoup de spermatozoïdes, ou il n'y en a pas du tout, comme je vous ai dit, on va chercher dans le testicule, et comme on savait qu'à un moment donné, malgré le fait qu'on les met ensemble, il n'y a pas de fécondation, alors on va introduire, vous avez vu, on va introduire les spermatozoïdes directement dans la cellule de la femme, dans le cytoplasme de l'ovocyte. Voilà comment ça s'est fait. Ça, c'est une image réelle. On vient avec une aiguille, on doit pouvoir un peu, comment dire, contenir l'œuf pour que ça ne bouge pas. Eh bien, on pique dedans, on va laisser entrer les spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle l'ICSI. Alors, là, je voudrais aussi maintenant vous montrer un petit film pour qu'on termine. Vous allez voir comment... Les testicules d'un homme adulte produisent environ 1 demi-milliard de spermatozoïdes chaque jour. Les ovaires de la femme ne produisent quant à eux que quelques ovules chaque mois. En général, un seul de ces ovules va atteindre la maturité nécessaire à une fécondation. La fécondation n'est possible qu'au moment de la période d'ovulation, c'est-à-dire la période du cycle menstruel de la femme, où l'ovule mature va être libéré de l'ovaire et migrer le long des trompes de Fallope. Pour qu'il y ait conception, un spermatozoïde doit féconder l'ovule mature lorsqu'il se trouve encore dans la trompe de Fallope. L'ovule fécondé va ensuite s'enfouir dans la muqueuse de l'utérus et former un embryon. La stérilité désigne l'incapacité de concevoir naturellement un embryon malgré des tentatives répétées sur au moins 1 an. Il peut s'agir soit d'une stérilité masculine, soit d'une stérilité féminine. La fécondation in vitro, ou FIV, est une technique hautement sophistiquée qui permet d'aider les couples stériles à avoir un enfant. Au cours d'une FIV classique, on administre en premier à la femme des traitements qui favorisent la fertilité en stimulant la production d'ovules matures en quantité. Une fois que les ovules arrivent à maturité, on les récupère à l'aide d'une aiguille placée dans le vagin. Les ovules sont ensuite placés dans une boîte de pétri spéciale. Après une étape dite de lavage du sperme, celui-ci est introduit dans les ovules récupérés. Cette étape consiste à injecter les spermatozoïdes directement dans le noyau de l'œuf à l'aide d'une micropipette. Il est également possible de simplement laisser les spermatozoïdes en compagnie des ovocytes dans une boîte stérile spéciale. Lorsque la fécondation a lieu, l'œuf commence à se scinder, à se diviser et à former une multitude de cellules. Les embryons doivent être remis dans l'utérus environ 72 heures après la fécondation. La procédure de transfert de l'embryon consiste à introduire un tube flexible appelé cathéter qui passe par le vagin, le col de l'utérus, jusqu'à atteindre l'utérus. Les embryons sont déposés dans l'utérus par l'intermédiaire de ce cathéter. Des traitements supplémentaires peuvent être prescrits pour améliorer la probabilité de nidation des embryons dans l'utérus. Afin d'augmenter les chances de grossesse, on transfère en général plusieurs embryons à chaque fois. C'est pourquoi les FIV donnent parfois naissance à plusieurs bébés à la fois. Ok, je vois que vous avez suivi. C'est comme ça que la nature est aidée maintenant. Donc l'infertilité est en train de pouvoir trouver des solutions malgré tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, donc on est capable de pouvoir donner à un couple malheureux qui n'a pas eu d'enfant, donner la possibilité de pouvoir entretenir une progéniture.
Mais il y a des problèmes qui se posent sur le plan juridique et sur le plan moral en ce qui concerne les autres techniques. Je vous ai dit qu'on peut facilement aujourd'hui conserver des embryons. On peut aujourd'hui conserver des ovocytes. On peut conserver le sperme refroidi à moins 192 degrés pendant des années. Mais le problème, c'est que ces embryons et ces ovules et ces spermes qu'on conserve ne peuvent pas être conservés de manière illimitée. Parce qu'à un moment, il faut décider de pouvoir soit les détruire, soit les confier à la science. Détruire les embryons, c'est des êtres vivants. Donc ça pose des problèmes. Maintenant, il y a des couples qui n'ont aucune possibilité d'avoir des embryons. C'est-à-dire que le mari n'a plus de spermatozoïdes, c'est clair. La femme n'a plus d'ovaires, les ovaires sont là, mais elle est plus âgée, elle n'a plus d'ovocytes, la ménopause aidant, donc elle ne peut plus avoir des ovocytes. Eh bien, on peut demander à ces couples, dont la femme a encore sa matrice, de pouvoir accueillir un embryon d'un autre couple. Donc, ce sont des choses qui sont possibles. Autre chose, je vous ai dit, lorsque vous n'avez plus de matrice, parce qu'on l'a enlevé, parce qu'il y avait des fibromes dedans, on a enlevé la matrice alors que vous n'avez que 25 ans, mais vous avez des ovaires qui sont encore fonctionnels, eh bien, on peut avoir la possibilité de pouvoir faire porter son embryon par une autre maman. Ça s'appelle des mères porteuses. Il y en a qui louent. Donc vous pouvez donner l'argent pour qu'elles puissent porter votre enfant. Et tout ça, ça soulève des questions juridiques, parce qu'il arrive par exemple qu'une mère porteuse s'écable alors que vous avez signé un contrat avec elle pour qu'elle puisse porter votre enfant, et à la naissance, elle se rend compte que le bébé est très beau, alors elle s'écable, elle ne veut plus vous donner ses bébés. Il est possible maintenant de pouvoir avoir des enfants avec votre mari qui est mort depuis 10 ans. C'est possible parce qu'avant de mourir, elle a pu conserver les spermatozoïdes. Vous pouvez, en fait c'est comme dans une banque, on vous donnera un numéro de compte pour dire voilà, les embryons de votre, les spermatozoïdes de votre mari sont là. Vous avez vécu ensemble sans problème, vous avez eu des enfants, mais vous avez gardé vos embryons, vous deux, vous les avez gardés dans une banque d'embryons, ok? Mais vous divorcez. Pour une raison, vous vous séparez. À qui appartiennent les embryons? Et ça pose des problèmes, ces gens-là. Donc, c'est autant de problèmes que soulèvent ces nouvelles techniques auxquelles nous sommes obligés de faire face. Il y a une loi qui doit pouvoir réglementer tout ça. Alors, je voudrais, avant de terminer, vous dire une chose. C'est que les techniques que vous avez vues ici, dont je parle, sont désormais accessibles à Kinshasa. À la clinique des anges, je vais vous distribuer le flyer. Ah, c'est déjà fait. D'accord. Donc, si vous avez un parent, une parente, quelqu'un, vous-même, vous êtes devant ce genre de problèmes, eh bien, nous commençons à lancer ces techniques à partir du mois de mai, parce que le temps d'installer le matériel qui est déjà là, vous venez, vous vous inscrivez, on va faire des analyses et on pourra vous orienter soit vers une insémination par conjoint, ou bien une insémination artificielle par donneur, ou vers une fécondation in vitro, ou vers ce qu'on appelait Lucie. Je vous remercie. Merci professeur pour la parole. C'est Madame Joséphine Ndokouma. J'ai deux préoccupations. L'une, c'est une question. Je voulais savoir si les enfants qui sont nés dans de telles conditions ont des coefficients intellectuels normaux. Et la deuxième préoccupation, c'est celle de savoir... Vous avez parlé que les couples qui ont des problèmes, avant qu'ils aient les problèmes, ils ont eu d'abord l'enfant. Après, le corps de la femme peut développer les anticorps qui peuvent empêcher
qu'ils aident l'enfant. Dans ces cas, est-ce qu'il y a aussi moyen de réparer la situation chez la femme par des traitements pour qu'elle devienne normale? Vous avez vu Louise Brown, elle est même professeure d'université. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas pu mettre en évidence une différence quelconque de problèmes, par exemple des malformations entre les enfants qui sont nés par le moyen naturel et les enfants qui sont nés par l'assistance médicale à la procréation. Il n'y a aucune différence. Les taux de malformation est les mêmes dans les deux groupes, 2 à 4%. Donc il n'y a vraiment pas jusqu'à présent de problème. Alors quand vous dites, vous parlez de l'incompatibilité entre glaire et sperme, entre l'homme et la femme qui se met à fabriquer de manière brutale. Je vous ai dit, même si les couples avaient déjà eu des enfants ensemble, pour une raison ou pour une autre, une infection ou quoi, la femme peut se mettre à considérer les spermatozoïdes de son mari comme étant un corps étranger et fabriquer les spermatozoïdes anti-spermatozoïdes de son mari. Donc, mais il n'y a pas que ça. On a découvert que l'homme lui-même, pour une raison ou pour une autre, peut se mettre à fabriquer des anticorps, des auto-anticorps anti-spermatozoïdes. Les traitements inconnus, c'est de pouvoir freiner, bloquer la production de ces anticorps. C'est possible. Mais il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut faire les analyses. Je voulais savoir, lorsque vous faites appel à un donneur, lorsqu'il donne les spermatozoïdes, maintenant cet enfant-là sera de qui? De ces donneurs-là ou bien de ces... Génétiquement, il est l'enfant de ces donneurs. À moitié, cet enfant appartient à la mère, ok, et à moitié appartient au donneur. Mais comme il est né dans le foyer, c'est l'enfant de ses papas, là, c'est l'enfant du couple. Parce qu'ils ont accepté de procéder à cela suite à l'échec. Ils veulent, enfin, c'est une adoption avant la naissance. En ce qui concerne le groupe sanguin, le mari AS, la femme AS, ils disent qu'on a une chance d'avoir un SS. Alors pour éviter ça, on fait recours à votre pratique, comme vous avez dit, in vitro. Maintenant, je voulais savoir, quand on met ces spermes chez la femme porteuse, la mère porteuse plutôt, est-ce que la probabilité qu'on puisse avoir un enfant SS? Oui, bien, on peut éviter la naissance d'un enfant SS avant le mariage. D'abord, il faut déjà ça. Parce qu'on peut faire tous ces examens avant. Mais si on n'a pas eu la chance de le faire et qu'on se retrouve déjà en couple et qu'on veut avoir un enfant et éviter qu'il y ait naissance d'un enfant SS et que l'un de partenaires est AS et l'autre est AA par exemple, on peut choisir les spermatozoïdes qui ne sont porteurs que des A. Et de l'autre côté A, et on a des enfants normaux et les autres. C'est pour ça qu'on a dit, la science est en train d'évoluer dans ce sens. Donc on peut. Mais si vous êtes tous les deux AS, ça devient un peu difficile. Un peu difficile parce que il y a 50% de chances de faire quand même des enfants SS. Mais on peut s'arranger pour pouvoir traiter, prendre les A et les A et peut-être les mettre en et éliminer les S. C'est possible. Donc la technique on peut même aujourd'hui déterminer les sexes à l'avance. Si vous ne voulez avoir que des filles et des filles et des filles, on peut le faire. La technique est capable de ne prendre que les Y de l'homme et les mettre en face des X de la femme, parce que c'est l'homme qui détermine les sexes. Parce qu'il ne faut pas qu'un homme vienne dire aux autres que ce n'est pas toi. Vous dites que ce n'est vraiment pas mon problème. De 65 ans, on peut faire appel aussi à une femme, une mère porteuse. Oui, mais parce que vous pouvez faire appel à une mère porteuse à n'importe quel moment. Parce que ce n'est pas vous qui portez l'enfant. Mais le problème, c'est là, vous avez 65 ans. Oui. Est-ce que vous avez des ovules? Vous avez encore la possibilité de donner des ovules? Ça devient un problème. Alors à ce moment-là, vous découvrez à ce qu'on appelle... Comment? Vous dites? À 65 ans, on peut avoir cette possibilité de donner les ovules. Non, on doit pouvoir recourir au don d'ovocytes. Mais quand on n'est pas trop loin dans la ménopause, il reste toujours un peu quelques résidus de follicules et on peut bombarder
les ovaires et peut-être aboutir, et c'est arrivé, aboutir à un ovocyte et pouvoir féconder. Mais habituellement, on recourt à ce qu'on appelle le don d'ovocytes. Là aussi, on peut demander à sa sœur de donner les ovocytes. Ce n'est pas plus loin. Et à ces moments-là, vous n'êtes pas la mère génétique, mais vous portez l'embryon. Donc on peut prendre l'ovocyte de votre sœur et les spermatozoïdes de votre mari. Au moins là, on accepte. Mais vous savez, quand on veut avoir un enfant, on peut l'avoir. Mais le problème, c'est que c'est ça. Et d'abord, c'est ce qui est vrai aussi, si vous ne dites pas, vous dites pas à toute la population que c'est ma soeur qui m'a donné ce ovocyte, nous, on ne saura jamais le dire. Personne ne saura. Si c'est la sœur qui a déclaré. Mais si c'était sa sœur et bavarde. Docteur Odia, j'ai une préoccupation pour On peut suivre la question peut-être. J'ai une préoccupation pour l'insémination intra-utérine. Comment est-ce que la femme saura que les spermatozoïdes injectés, vraiment, ce sont des spermes de son mari. Parce qu'ils viennent ensemble, obligatoirement, ils doivent venir ensemble. Et c'est la femme qui va aider son mari à faire la masturbation. Parce que je connais un cas, j'étais partie en Inde. Ah, là, oui, j'ai compris. La femme est revenue avec un Indien. Mais parce que là, il n'y a pas de donneur noir. C'est ça le problème. Mais il y en a qui vont en Afrique de l'Ouest, en Ouganda et au Kenya, avec les nilotiques. C'est possible aussi. Mais c'est pour ça que maintenant ici, il faut parler ailleurs. Vous n'avez pas besoin de faire des trajets. Eh bien, vous aurez un enfant congolais ici. Père et des mères. Je voulais poser ceci. Dans ces cas de procréation, comme vous venez de parler que les couples qui ont gardé leurs embryons, maintenant, après un temps, ils se sont séparés. Quand l'homme est parti, mais la femme est restée. Maintenant, l'embryon se trouve dans la banque. Il est arrivé une fois, la femme qui avait 2 enfants, il trouve que nous avons notre réserve de nos embryons. Ouais. Est-ce qu'elle peut passer venir demander l'accord de chez vous si elle peut avoir l'enfant? Il y a des choses qu'on peut accepter aujourd'hui, mais que la loi n'a pas encore, comme on disait, défini complètement. Par exemple, le fait que les lesbiennes en France, on vient de l'autoriser il y a 3 mois, peuvent aller voir un centre d'assistance médicale à la procréation pour avoir que l'une d'elles porte un enfant. Ce sera par donneur, bien sûr. D'accord. L'enfant appartiendra à l'une de partenaires avec le donneur inconnu. Donc, mais c'est leur enfant. C'est une adoption prénatale. Ça peut arriver. Mais votre cas là, c'est un cas difficile. Jusqu'aujourd'hui, la loi n'est pas claire là-dessus. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons faire que l'insémination intra-utérine par conjoint, par donneur, ou la fécondation in vitro par conjoint ou par donneur. Nous ne pouvons faire que les dons d'ovocytes, le don de spermatozoïdes et le don d'ovules. Et les autres techniques, c'est un problème de mentalité et un problème de loi selon les pays. En France, par exemple, il n'y a pas de mères porteuses. S'il vous plaît. Ouais. Moi, je dis ceci. Les 2 hommes, les 2 couples, dans le couple, ils se sont séparés après avoir passé chez vous. Oui. Donc, ils ont gardé les embryons là-bas dans la banque. Quand ils laissent l'embryon, ils sont à 2. Oui, ils étaient à 2. L'un d'eux vient, on n'accepte pas. Ok. Parce que l'embryon n'appartient ni à l'un ni à l'autre. Mais vous avez dit aussi que si le mari décède, la femme peut passer. C'est une possibilité, comme aux États-Unis. C'est seulement en cas de décès. Non, en cas de divorce, ce n'est pas possible. Tant que le mari ou la femme est encore vivante. Non. Mais parce qu'on ne peut pas ouvrir un centre d'assistance médicale à la procréation si vous n'avez pas l'autorisation du conseil éthique. Nous, il faut vraiment qu'on soit couvert par tout ça.
Maintenant, les aspects juridiques, tout ça, sommes en train de nous battre pour qu'on ait une loi comme en France qui réglemente ça. Sinon, les médecins qui ne sont pas très consciencieux peuvent se permettre. Je vous remercie, mesdames. Mais je n'ai pas dit, c'est que nous avons, comme chaque année, lancé depuis le samedi passé la campagne de dépistage gratuit des maladies gynécologiques que vous avez. Donc si ce n'est pas vous, vous pouvez aussi, c'est gratuit. Parce que l'échographie coûte en elle-même 50 $. Mais là c'est gratuit. Donc vous n'avez qu'à ouvrir votre fiche. Et puis le reste c'est fait. Oui. Après les examens, oui. Et on avait trouvé que c'est son mari qui a le problème. C'est son mari qui a le problème. Ma petite soeur, on avait fait tous les examens, on avait trouvé qu'en tout cas tout est normal, mais c'est seulement son mari qui a des problèmes. Oui. Bon, comme j'ai appris vraiment ça, je vais faire l'appel. Oui. Peut-être que ce n'est pas un problème insoluble. Ménopause précoce. Qui entre en ménopause précoce. Okay. Si elle veut concevoir par in vitro, ça peut se faire. C'est-à-dire, nous devons savoir si elle a encore la possibilité. Quand on est ménopausé, au début, c'est la préménopause et puis la ménopause installée complètement. S'il n'y a plus aucune possibilité, on va vous le dire. Parce que nous faisons des analyses d'hormones et nous allons compter le follicule qui reste encore. Même si ce n'est pas beaucoup, avec la stimulation, on peut avoir. Mais c'est difficile. C'est très difficile. Donc, comme pour les femmes ménopausées, même si on fait des efforts. Parce qu'en fait, déjà, la fertilité baisse avec l'âge. Hein. Quand on a dit 25% de chances par mois, par cycle, c'est entre 25 et 35 ans, hein, maximum. Parce qu'à partir de 35 ans, ça commence à baisser. À 46 ans, il n'y a plus que 2%. Mais la fécondation peut... Oui. Vous avez vu, on peut monter jusqu'à 30 à 50%. Oui. Merci. Professeur, bonjour. Bonjour. Deuxième semaine de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies gynécologiques. Aujourd'hui, vous êtes en face des femmes stérilisées pour... Ben justement, pour continuer le travail que nous faisons chaque année, hein, à l'occasion du mois de la femme, mais ici parce que j'ai été spécialement invité par l'Union de syndicats du Congo pour parler aux femmes. Et donc l'objectif c'est qu'elles aussi ont droit à l'information. Elles doivent être sensibilisées au même titre que toutes les autres femmes. Donc c'est le même objectif que nous poursuivons, de manière que pendant ces temps ici, pendant la campagne, que chacune des Congolaises puisse avoir la possibilité de se connaître et de parfois de se faire prendre en charge, pourquoi pas. Et particulièrement pendant cette sensibilisation, vous parlez également de l'assistance médicale en procréation. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Oui, l'assistance médicale à la procréation, c'est une des solutions modernes trouvées grâce au développement technologique de la médecine. C'est une solution aux couples infertiles. Les gens qui cherchent des enfants, il y a à peu près 25% dans le monde de couples qui n'ont pas d'enfants et qui veulent avoir un enfant. Et ces techniques modernes donnent la possibilité à ces couples de pouvoir devenir parents. Donc c'était normal que je puisse également faire passer cette information, d'autant plus qu'à l'époque cette technique s'est passée loin de notre pays. Maintenant, dans les quelques mois qui viennent, ces femmes auront l'opportunité de pouvoir bénéficier également de ces techniques chez nous. Donc c'est une des raisons que je peux évoquer pour pouvoir aujourd'hui lancer cette information et cette sensibilisation. Comment déjà? Ben, je dis dans les 3 mois à venir, parce que le matériel est arrivé, il est temps de l'installer et de former les gens qui vont être impliqués dans la technique. Et je crois que d'ici au plus tard le mois de juin, on va commencer à voir les premiers effets, les premières grossesses. Merci.